Bienvenue dans ce webinaire de l'Institut français de Finlande. Ce soir, notre invité est Christophe Leblay. Donc, je remercie d'avoir accepté de venir parler. Christophe Leblay est chercheur et enseignant à l'Université de Turku. Il est professeur adjoint au département de langue et de traduction. Il a également des liens avec l'ITEM à Paris, donc l'Institut des textes et manuscrits modernes. Et sa recherche, comme son enseignement, porte sur les processus d'écriture, dont il va nous parler ce soir. Ce qui était intéressant pour moi quand on avait échangé sur ce sujet, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à considérer facilement l'oral comme un processus dynamique et au contraire à considérer l'écrit comme un résultat donc plus figé. Et au contraire, sa recherche tend à considérer l'écriture justement comme un processus et à étudier du coup ce processus dans sa dimension la plus dynamique. Voilà, donc je lui laisse la parole. Juste en termes d'organisation des choses, donc vous pouvez laisser à tout moment des messages ou des questions, des commentaires, aussi bien dans le chat que dans les questions-réponses. Je les prendrai en note au fur et à mesure et je reviendrai à la fin de la présentation de Christophe Leblay pour lui poser les questions, pour relayer vos questions qui seront apparues donc au fur et à mesure dans le chat ou dans les questions-réponses. Voilà, donc je disparais pour l'instant. Je vous laisse donc la parole et puis bon webinaire à tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Et puis d'abord un grand merci donc à Anne-Laure pour son invitation. Elle m'avait proposé donc d'intervenir dans le cadre de ces petites, c'est pas négatif, mais de ces réunions un peu intimistes à l'Institut, et la situation sanitaire a fait effectivement que la rencontre physique entre nous et puis un public n'a pas été possible, et je le regrette vraiment. Je voudrais remercier aussi Laurent qui est avec nous ici, qui est le technicien qui gère un petit peu tout ça, et c'est très important d'avoir un support au cas où on pourrait avoir des difficultés, ce que j'espère pas. Je vais donc partager un petit peu mon écran pour pouvoir avancer plus facilement, parce que le sujet dont je vais vous parler demande un support visuel, vous allez vite vous en apercevoir. Donc, le sujet de mon intervention, Anne-Laure l'a très bien présenté, c'est quelque chose qui est directement lié à l'écriture, au processus d'écriture, dont on peut parler en ces termes-là, et c'est quelque chose qui concerne en fait un travail que j'effectue avec des collègues. Je suis le seul à prendre la parole aujourd'hui, mais en fait, nous sommes plusieurs à intervenir, plusieurs à travailler sur ce projet, sur cette démarche, et même si c'est mon seul nom qui apparaît, je pense que j'en reparlerai un peu tout à l'heure, des collègues qui participent et qui ont développé tout ce dont je viens vous parler. C'est un travail qui n'est pas possible à faire seul. Enfin, moi, je n'ai pas les compétences de faire tout cela seul. Et vous allez voir, qu'en vous présentant, ça relève de ce que nous, on appelle de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il y a des collègues de disciplines différentes qui interviennent pour pouvoir présenter ce type de travail-là. Donc, pour traiter un petit peu cette question, vous vous rendez compte, enfin, vous voyez peut-être que j'ai essayé de présenter le travail d'une manière très simple, d'une manière la plus ouverte possible, de façon à ce que ça prête à discussion, puisqu'après la présentation, il va être possible de discuter. C'est bien l'idée qu'on puisse discuter, échanger, ce que vous pouvez comprendre, ce que j'arrive à expliquer, eh bien, le sujet pour discuter après. C'est pas une simple présentation de résultats de recherche ou de projets en cours, c'est bien l'idée d'essayer de formuler des problématiques autour de l'écriture, d'où on en est actuellement autour de l'écriture. Et pour faire cela, j'ai préféré présenter le travail sous une forme d'une question. Donc, pourquoi s'intéresser à l'écriture enregistrée ou à l'enregistrement de l'écriture pour mieux comprendre le fonctionnement de l'écriture? Et pour répondre à cette question,
il va me falloir un peu de temps pour y répondre, il va me falloir le temps dans la présentation, et je reviendrai tout à fait à la fin à cette question, et j'essaierai très simplement 4-5 arguments, essayer de répondre et de donner des arguments un petit peu plus clairs de ça. Mais pour pouvoir déjà un petit peu déblayer le terrain, si je puis dire, pour pouvoir introduire un tout petit peu à ce que nous faisons, je voudrais vous présenter et essayer d'amener sur 3 approches. La première, donc, ça concerne une discipline, la discipline des processus d'écriture. On ne la nomme pas discipline des processus d'écriture, on pourrait ou on aurait pu la nommer comme ça. La France et puis d'autres pays ont pris l'habitude de la nommer génétique du texte ou génétique textuelle, mais ça revient effectivement à s'intéresser directement au processus d'écriture. La deuxième approche, c'est celle qui concerne la visualisation de données. Alors ici, il s'agit de visualisation de données de l'écriture, mais j'essaierai de vous montrer que cette visualisation, c'est quelque chose que l'on étudie depuis, somme toute, peu de temps, 10, 20 ans, mais on utilise les résultats ou les applications de visualisation de données depuis très longtemps, et vous allez voir que chacun d'entre nous utilise les applications de visualisation de données au quotidien. Je vais essayer de vous montrer ça. Et puis, la dernière partie nous amènera sur un plan théorique qui est la théorie des graphes. Donc, c'est vraiment là où les théories, je les mets au pluriel parce qu'il y a plusieurs courants, mais moi, je vous en présenterai un seul. Et puis, on regardera comment ces théories appliquées à l'écriture peuvent effectivement donner des choses extrêmement intéressantes, d'où le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui. Alors, je commence tout de suite par mon premier point, donc, qui est le point qui s'intéresse à la génétique textuelle sous la forme d'une question toujours. Pourquoi s'intéresser à la génétique textuelle? Qu'est-ce que c'est exactement? Et puis, qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt et comme application très concrète pour nous? Alors, dans sa présentation, a déjà amené à des questions, amené à des éléments de réponse, même précisément. La première idée, c'est que la production orale est étudiée très différemment que la production écrite. Il y a déjà quand même très longtemps que l'on étudie la production orale, et pour étudier la production orale, il a été pris l'habitude de pouvoir enregistrer l'oral. Je crois que personne n'est capable de mémoriser des personnes qui parlent, de pouvoir restituer ces paroles-là, les analyser, si vous voulez, de mémoire. Et donc, on a pris l'habitude évidente, depuis 30-40 ans, d'enregistrer la production orale pour pouvoir étudier la production orale. Et c'est une habitude qui s'est installée au point où les enregistrements se sont concentrés et se sont focalisés sur la production orale. Bien évidemment, le travail que je vais vous présenter fonctionne complètement autrement, et vous allez voir pourquoi. Le deuxième argument, c'est que la production écrite est principalement étudiée sous sa forme achevée, finie, de ce qu'on appelle texte. Et puis l'école instaure ce système-là depuis quand même très très longtemps maintenant, où on demande à des enfants de produire un texte à la maison ou en cours, et puis ensuite de pouvoir rendre ce texte-là à l'enseignant, et l'enseignant de pouvoir corriger, annoter le texte. Donc on a une habitude qui est ancrée probablement à cause des habitudes du monde scolaire, qui fait que cela a été très pratique pendant un certain temps de pouvoir travailler sur du texte fini, que ce soit sur du papier ou sur format numérique, donc produit sur écran. On a eu cette habitude, et puis les évaluations, par exemple scolaires, les évaluations du baccalauréat en Finlande, en France, se font encore sur le produit fini. Donc vous voyez, on a déjà ce double positionnement. On enregistre, oui, mais l'oral. On étudie l'écrit, oui, mais sous sa forme achevée et finie. Donc ça, c'est deux idées qui vont parcourir ma présentation, mais contre lesquelles je vais pouvoir essayer d'emmener des arguments. Je continue donc pour situer la génétique textuelle. Troisième idée, c'est que le rôle des outils est considérable. Le rôle des outils a beaucoup changé en 30-40 ans. Tout le monde est témoin de cette évolution technique et technologique de la production écrite.
Donc, depuis les parchemins, depuis les manuscrits, depuis le papier crayon, papier stylo, depuis la machine à écrire, depuis après l'invention de passer par l'écran et clavier, et puis bien sûr, après on arrive maintenant à l'écran tactile, donc se servir des doigts, on va revenir à ça, et puis bien sûr on continue, la technologie va jusqu'à la reconnaissance vocale qui va bientôt faire partie de la production écrite, c'est-à-dire produire un texte en parlant. Moi, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'ai des collègues qui travaillent très précisément sur ce type de travail-là, enfin sur ce type d'outils, et on voit bien sûr tout ce que ça va pouvoir emmener comme conséquence. Quoi qu'il en soit, depuis les premières considérations du papier et du crayon, on va s'arrêter là, on va pas remonter aux tablettes de cire, aux tablettes de pierre, à l'écriture dans du sable, sur du sable avec les doigts, puisque c'est quand même probablement les doigts qui fonctionnent comme premier outil. Donc depuis ces premiers outils-là, que probablement une grande partie d'entre vous, d'entre nous, ont connu et continuent de connaître en pratiquant donc une écriture papier-crayon, les recherches qui ont été faites sur ce type d'outils ont montré certaines choses, je vais vous en parler bientôt, et ces résultats donc acquis sur les études du papier et du crayon, du travail du crayon sur le papier, ne viennent pas du tout contredire les outils numériques contemporains, c'est-à-dire principalement l'écran et le clavier, mais pas seulement le clavier, on peut penser aux doigts, donc on revient bien sûr aux doigts ici sur l'écran, donc l'écran qui devient tactile, du stylo, je parle du stylo numérique ici, de la souris, donc de ce périphérique qui permet d'entrer ou d'effleurer l'écran, mais en quelque sorte à l'intérieur. Donc autant les outils papier-crayon que les outils numériques, écran et clavier, ne sont pas du tout en contradiction quand on s'intéresse au processus de production écrite, au processus d'écriture. Il n'y a pas de contradiction et c'est extrêmement intéressant. Je vous le montrerai tout à l'heure un petit peu, mais aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les outils numériques et notamment sur l'écriture sur écran et à l'aide d'un clavier. Et puis, on terminera à la fin de la présentation, tout à fait à la fin, probablement pour des questions. Vous allez voir que ce petit logo qui est là, où vous avez GGX, va parcourir la présentation. Vous l'avez en haut, mais vous l'aurez sur la gauche en permanence, puisqu'après tout, c'est le fil rouge de notre travail. Je vous en reparlerai tout à fait progressivement. Il s'agit bien d'enregistrer l'écriture et ce logo renvoie à un programme d'enregistrement, ce qu'on appelle un enregistreur d'écriture, qui permet d'enregistrer l'écriture et qui permet surtout de produire des visualisations, des analyses, des statistiques, enfin une grande quantité de documents très utiles pour comprendre et appréhender ce qu'est le processus d'écriture. Donc voilà un petit peu un parcours introductif à ce dont je vais vous parler, très rapide certes, mais vous voyez qu'on parcourt et on balise un grand domaine. D'abord, je voudrais vous expliquer un petit peu ce qu'est la génétique du texte d'une manière un petit peu plus institutionnelle. Parce qu'il s'agit d'une discipline, donc une discipline scientifique, universitaire, qui s'est imposée. Vous voyez ici, Anne-Laure en a parlé tout à l'heure. Donc, on parle de l'Institut des textes et manuscrits modernes, c'est-à-dire à partir principalement des manuscrits du 19e. Il y a des manuscrits du 18e qui existent aussi, mais il a fallu conserver, ça date de l'époque où on a pu commencer de conserver des vrais manuscrits, pas des copies de manuscrits, mais des copies, enfin des manuscrits produits par l'auteur lui-même. Donc principalement peu 18e, mais majoritairement à partir du 19e et 20e. Et donc c'est un département qui est en charge d'archiver ces manuscrits, de les collecter, de les transcrire, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, et puis de les analyser, de diffuser l'information. Donc, c'est un département qui date depuis 1968, donc qui est un département, ce que nous nommons mixte, c'est-à-dire qui appartient à la fois au CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique, et de l'ENS, qui est l'école nationale, qui est j'échappe tout de suite sur l'école nationale supérieure, c'est-à-dire ce que nous on appelle les grandes écoles. Et donc, l'ITEM est situé
dans ce bâtiment, un des bâtiments de l'ENS, et il est financé il est financé d'une manière assez mixte. Vous avez ici le lien, donc si vous voulez aller voir, vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Il y a de très, très nombreuses équipes qui travaillent dedans. Il y a plusieurs centaines de chercheurs qui passent à travers l'ITEM. Et donc, je vous invite à aller vous promener sur ces pages-là. Vous verrez des choses très, très intéressantes sur cette structure qui gère vraiment l'étude des processus de création d'une manière très, très vaste. Mais moi, je m'intéresse particulièrement donc à certains types d'écriture. Je vais vous montrer tout ça. Et donc, voici un petit peu présenter les grandes tendances. Donc, de la méthodologie, critique génétique et génétique du texte, c'est pas exactement la même chose, mais je vais pas rentrer dans le détail tout de suite. Globalement, nous, maintenant, on parle plutôt de génétique du texte. Génétique textuelle, c'est beaucoup plus englobant, beaucoup plus vaste que la critique génétique, qui reste une critique littéraire, mais qui reste une critique. La méthodologie, la première, c'est de réunir des traces matérielles des processus de création textuelle. Donc, tout ce qui est produit qui ressemble à du texte, qui n'est probablement pas du texte encore, mais qui va devenir du texte, produit bien sûr des traces très concrètes. On peut relever sur du papier, donc on en a parlé tout à l'heure, mais qu'on peut relever aussi sur un écran. Les deux sont des superbes enregistreurs. Le papier aussi enregistre tout ce que l'on fait dessus. Et l'écran, donc, enregistre aussi absolument tout. Donc, la première idée, c'est de travailler, de se concentrer sur les traces. La deuxième idée, c'est de mettre en relation ces traces, les unes avec les autres, et puis surtout mettre ces traces les unes avec les autres en lien direct avec les produits finis auxquels ces traces vont aboutir. Donc, c'est bien cette idée-là, si vous voulez, de mettre ensemble des traces, mais de mettre cet ensemble de traces en lien avec le processus achevé, donc ce qu'on nomme habituellement le texte. C'est de faire la corrélation entre les deux. Et trois, c'est lié aux deux, bien évidemment, puisque quand on met les traces les unes avec les autres en lien, on obtient une suite chronologique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le temps et qui va constituer ce qu'on appelle l'élaboration textuelle, comment le texte, dans le temps, se construit progressivement. Voilà un petit peu donc la grande méthodologie, réunir des traces, mettre en relation ces traces et essayer de suivre, d'abord d'ordonner et de suivre donc la suite chronologique de ces traces. C'est grosso modo ce que la génétique textuelle, depuis la critique génétique, nomme processus d'écriture. Ici, on a une définition extrêmement précise du processus d'écriture et c'est important pour la suite. D'un autre côté, le projet du chercheur, donc une personne qui s'intéresse à cette discipline, à cette manière de considérer l'écrit, elle se focalise autour de deux axes. Le premier, c'est un axe d'édition, c'est-à-dire de donner à voir, de donner à lire ce type de documents, de ne pas les garder, si vous voulez, en interne au sein d'un labo, mais les éditer sur un support papier, numérique, dans des expositions, lors de conférences. Il y a quelque chose qui doit donc... Vous voyez donc, j'ai mis un petit peu le détail de là, interpréter les données, donc on va beaucoup parler des données recueillies donc autant sur papier que sur écran, les deux ne se contredisent pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que écrire sur un ordinateur, c'est très différent d'écrire sur un papier. Il y a des grandes différences, mais d'un point de vue processuel, il y a peu de différences. Le processus d'écriture fonctionne de la même manière des deux côtés. Donc, traduire ces traces graphiques de l'écriture en indice de processus, c'est-à-dire passer du terme de trace à processus, on vient d'en parler un petit peu, et puis une des choses qui est extrêmement importante pour nous, c'est de relever, de repérer des récurrences et des régularités. Donc, des choses, des éléments, des données qui reviennent régulièrement ou moins dans certains cas. C'est effectivement ce type de démarche qui est intéressant. Bien sûr, ces régularités, elles peuvent qualifier une œuvre littéraire, mais pas seulement littéraire, elles peuvent qualifier un genre textuel, elles peuvent aussi qualifier une époque. On n'écrit pas de la même manière à des époques, mais ça peut être des caractéristiques d'une écriture très individuelle. Donc, voilà un petit peu ce projet d'édition, qui est un projet extrêmement complet, mais qui est très important.
Et puis, bien évidemment, on ne fait pas seulement de l'édition, si vous voulez, public, il est question aussi d'analyser, et c'est mon propos aujourd'hui, c'est pour cela que j'en parle en dernier, il est bien l'idée d'analyser les mécanismes de production, donc de clarifier la démarche de l'écrivain scripteur, de la personne qui écrit, si vous voulez, et puis tout autour de cette analyse, on est amené à produire des concepts, des définitions, des méthodes, des techniques, plein de choses qui tournent autour de l'édition et de l'analyse. Voilà très rapidement, donc en 3-4 minutes, ce dont il s'agit quand on parle de génétique textuelle, c'est-à-dire de cette discipline qui se consacre exclusivement à l'analyse, à l'édition des processus de création. Bien évidemment, ça tourne autour du texte, mais on pourrait parler, et vous allez voir, autour de l'image, puisque mon propos d'aujourd'hui, c'est de vous montrer le lien entre image et texte. Alors, les données génétiques, elles sont très vastes, donc pas question pour moi aujourd'hui de vous expliquer et de vous montrer tout ça, je n'en ai pas les compétences. Chaque chercheur a sa spécificité, donc moi, la mienne, c'est de travailler sur des productions, vous allez voir, qui sont très précises, très limitées. Et donc, mais globalement, les données génétiques et l'Institut des textes et manuscrits modernes a commencé de se mettre en place autour de données littéraires, c'est-à-dire autour de l'analyse de manuscrits issus de la littérature française du 19e, principalement. Donc, pensez aux grands écrivains de type Zola, Flaubert, Proust. Tous ces gens-là ont donné volontairement ou pas, mais souvent par legs, leur manuscrit a été archivé à la Bibliothèque nationale, à l'IMEC, dans d'autres lieux, et tous ces manuscrits littéraires sont très souvent accessibles et sont étudiés justement pour voir la fabrication d'un roman, la fabrication d'une pièce de théâtre, d'un conte. Enfin, ces données littéraires et ces grands corpus littéraires sont à l'origine de la création et de la mise en place de l'ITEM. Ça va beaucoup plus loin. Plus tard, déjà dans les années 2000 et même fin des années 90, des collègues se sont intéressés aux données scolaires. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Après tout, on savait très très bien décrire une génétique produite par des écrivains, des experts écrivains, si vous voulez, et bien évidemment, la question s'est posée de dire est-ce que ces données, toutes ces informations ne sont pas transférables avec, si vous voulez, du matériel scolaire? Est-ce qu'on ne peut pas aussi, après tout, analyser des copies d'élèves de la même manière qu'on a analysé des manuscrits d'écrivains? Et bien évidemment que oui. Donc, des collègues ont inauguré ça. Je suis arrivé un peu plus tardivement, dans les débuts des années 2000, sur des données scolaires, sur du matériel scolaire, et ça marche extrêmement bien, vous allez voir tout ça. On peut aller un peu plus loin. Depuis quelques années, cette méthodologie est étendue aux données universitaires. Qu'est-ce qui se passe à l'université ou dans les grandes écoles ou dans l'enseignement supérieur en général, quand des étudiants, cette fois, des adultes, produisent des textes, donc dans un cadre de formation universitaire ou supérieure en général. Donc, on est passé très facilement de la description de l'écriture scolaire à la description de l'écriture universitaire avec la même manière de travail. Et puis, on va encore plus loin. On peut s'intéresser au monde professionnel. Qu'est-ce qui se passe quand un traducteur, par exemple, professionnel, donc qui reste un genre d'écriture particulier, mais qui reste de l'écriture, on peut s'intéresser bien sûr à des activités professionnelles, des manuscrits ou des scripts du cinéma, des scripts du théâtre. On peut s'intéresser à des rapports de police. On peut s'intéresser à beaucoup de choses et la génétique textuelle, c'est très étendu depuis 20 ans et touche à tous les domaines de production écrite, à partir donc bien sûr des premières sources qui étaient littéraires. Sur les méthodologies des données processuelles, voilà donc les différentes données. J'ai repris le tableau précédent sur les données scolaires, les données universitaires et les données professionnelles. Et puis, on a l'habitude, si vous voulez, de dire que pour travailler sur les données processuelles, c'est-à-dire des données qui viennent du processus d'écriture, si vous préférez processus d'écriture, c'est la même chose. On a travaillé depuis très très longtemps. Je veux dire que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille sur ça. Et il y a plusieurs manières, en fait, de travailler sur le processus. La première, je vais vous la montrer tout à l'heure, puisque je fais suivre le terme d'un astérix. Donc, quand il y a un astérique derrière, ça veut dire effectivement que je vais vous montrer un exemple concrètement de ça.
Donc, la transcription d'une copie, la transcription d'un manuscrit, c'est déjà mettre en évidence ce que peut être un processus. Je vais vous montrer tout ça, et ça fonctionne bien évidemment dans le monde scolaire, universitaire et professionnel. Pas de problème. On peut aussi très bien comparer des versions successives. Vous prenez un élève qui a écrit une première version de son travail, et puis quelques jours après, il produit une deuxième version. Le fait de comparer ces deux versions, ça met en évidence ce qui a changé, et ça relève du processus d'écriture. Dans ce cas-là, on a bien deux produits finis, mais on compare deux produits finis, deux états différents. Cette comparaison fait sortir des éléments de l'ordre du processus. La troisième, c'est le protocole d'interview, c'est-à-dire vous pouvez demander à quelqu'un qui a produit un texte pourquoi il a fait ses choix, pourquoi tu as écrit ça, est-ce que tu te souviens, pourquoi tu as fait comme ça, pourquoi, etc. C'est déjà une idée de s'intéresser sur ce qui a précédé le texte. Donc, cela relève le protocole d'interview, très souvent fait après que le texte est écrit. Donc, bien évidemment, cela aussi relève de cette approche processuelle. Quatrième, c'est l'enregistrement. C'est plutôt mon sujet aujourd'hui. Vous montrer que maintenant, on a les outils pour enregistrer. Donc, on sait faire ça, on sait fabriquer des programmes, on sait très bien enregistrer, on sait ce qu'il faut faire, on sait comment il faut utiliser. Depuis 20 ans à peu près, on a beaucoup d'informations sur ces enregistreurs. Et une démarche qui est beaucoup plus récente, on pourrait croire qu'au contraire, elle est très vieille, elle est probablement très vieille, mais utilisée comme telle, elle est récente et la visualisation du processus d'écriture est très efficace. On la teste régulièrement avec des enfants à l'école et les enfants réagissent de manière surprenante avec ce type de matériel. Ils réagissent aussi bien qu'une correction, si vous voulez, en rouge sur du texte, comme on a l'habitude de faire souvent à l'école. Voilà pour illustrer un petit peu les manuscrits et rester un petit peu sur le plan de la génétique. Donc voilà un petit peu un manuscrit que vous avez ici à gauche, qui est une photocopie ici d'un manuscrit produit par un linguiste français qui s'appelle Émile Benveniste et qui a écrit un texte qui s'appelle Sémiologie de la langue. Et donc voilà son manuscrit. Vous voyez, donc c'est un manuscrit qui est extrêmement travaillé. On voit bien que les traces matérielles induisent le processus. On voit qu'il s'est passé beaucoup de choses. Bien sûr, le texte édité, si vous le trouvez en presse, vous verrez, il est maintenant très net, très clair, et on ne voit pas du tout les changements qui ont été faits par l'auteur. On voit juste le produit qui a été édité. Cette copie-là, on peut bien sûr en faire une transcription, et je vais vous proposer une transcription qui a été faite par une collègue, elle était en 2008, et puis voilà un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez à droite que cette transcription est beaucoup plus claire, elle respecte véritablement la mise en page, en haut à gauche, en bas à droite, au milieu, décalé, pas décalé, surligné. Tout est fait le plus fidèlement possible. On ne change rien, mais on rend le texte lisible. Et vous voyez qu'on passe de quelque chose qui était plutôt du visible à gauche à lisible, c'est-à-dire qu'on peut lire exactement ce qui s'est passé. Donc pour cela, il faut des gens qui soient très habitués à déchiffrer un petit peu l'écriture pour pouvoir produire une transcription beaucoup plus claire. Je vous montre quelque chose qui relève cette fois non plus des données universitaires comme tout à l'heure, mais cette fois des données scolaires. Vous avez à gauche donc une production écrite d'un enfant, donc d'un enfant de 12 ans, me semble-t-il, si j'ai une bonne mémoire. Et là, on a des données scolaires et on fait une transcription. Et voici la transcription et vous voyez donc qu'elle est aussi fidèle. Et on ne peut pas très bien lire à gauche ce qui est écrit, mais vous voyez qu'à droite, on arrive très bien à lire. Depuis Il était une fois, un tigre qui était amoureux d'une tigresse qui s'appela Roxane, mais a été barré pour être transformé en et. Le tigre qui s'appela a été écrit et puis rebarré, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'on peut très bien lire la progression du texte. Vous voyez que la fin est très intéressante puisque les dernières lignes sont « Elle commença, donc était barrée en partie, à rougir et accepta de sortir avec lui
et puis probablement par un effet, je dirais, de correction un peu plus élevé, de sortir avec lui est devenue, elle accepta son amant. Vous voyez donc que c'est une correction qui est très gentille de cela. Donc vous voyez, cette transcription qui appartient donc à cette manière de travailler sur les processus montre très très bien que faire une transcription d'un manuscrit, c'est pas évident, mais ça rend le texte plus clair, on voit mieux, et puis en voyant mieux, donc bien évidemment, les traces sont beaucoup plus lisibles. Je ne m'attends pas trop sur ce type de manuscrit tout de suite, puisque mon propos est de travailler sur des enregistreurs, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits sur ce type de choses. Voilà ce que nous on appelle un enregistrement. Je voulais vous en montrer un. Donc, même si moi je ne vais pas vous parler concrètement de ça, ça relève vraiment du côté technique des enregistreurs. Donc, quand on enregistre un processus d'écriture, on obtient sur l'ordinateur ce qu'on appelle un log, d'où beaucoup de programmes se terminent par log, qui sont des enregistreurs. Et c'est un document qui est très indigeste, qui est très difficile à lire. C'est un document qui fait plusieurs centaines de pages, vous voyez, qui se présente en colonnes, avec à gauche le temps, et puis après une succession de colonnes avec des informations complémentaires. On peut, si vous voulez, avoir des logs très complexes, mais ce sont des logiciels, des documents qui relèvent de l'ordinateur et qui sont faits pour être lus par l'ordinateur. Donc, quand on enregistre, on produit un log, mais ce document qui est toujours présent, on y a toujours accès, en fait, nous ne l'utilisons pas parce qu'il est à destination de la machine, si vous voulez. C'est le programme qui va réutiliser ce document pour pouvoir le traiter. Et maintenant, je vais vous montrer les conséquences de ce document. Mais vous voyez, on va y revenir à la fin. Je vous en parlerai tout à la fin. Maintenant, je voudrais passer à ma deuxième question après cette introduction sur la génétique textuelle. Donc, je voudrais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je voudrais vous montrer donc sur la visualisation de données. Je vais aller assez vite là-dessus parce que ce n'est pas vraiment mon propos. Mon propos est plus précis que ça, mais je vais vous montrer comment la visualisation fonctionne. La première chose, c'est que l'œil humain peut traiter les images environ 60 000 fois plus rapidement que les chiffres, ce qui constitue un moyen extraordinaire, si vous voulez, d'absorber de l'information et de traiter cette information-là. L'œil humain fonctionne d'une manière très rapide et les informations visuelles sont très efficaces. Le cerveau humain, donc, lui, est programmé pour identifier des modèles à l'intérieur même de ces images, à l'intérieur même, si vous voulez, de ce qui relève du dessin, de la mise en place graphique, de quelque chose qui est plus visuel que textuel. Le cerveau humain et l'œil particulièrement fonctionnent extrêmement bien pour ça. La présentation de corrélation entre les données, c'est extrêmement efficace. J'ai essayé de vous montrer ça tout à l'heure, que quand on compare des informations qui sont visualisées, il est très facile de corréler, c'est-à-dire de mettre en relation deux informations mises en image plutôt que des chiffres. On sait tout ça très bien. Et puis, c'est très efficace aussi la visualisation pour l'identification de tendances et puis aussi pour l'interaction avec les données. Comme tout à l'heure, vous avez vu ce log qui sont des données chiffrées. C'est très, très difficile d'interagir avec ça. Même pour quelqu'un qui connaît bien ces documents, il est difficile d'interagir. Je vais vous montrer quelque chose maintenant pour voir un petit peu comment l'œil fonctionne très bien. Vous avez deux fois la même information. Vous avez donc un document qui est très redondant. En haut, vous avez une information qui est chiffrée avec des scores en chiffres. Et en bas, vous avez la même information qui est cette fois visualisée sous forme de colonne. Donc, vous voyez, Thomas, Lucas, Petra, Annina et Lisa ont des scores différents. Et bien, pour voir celui qui a le score le plus élevé, donc ici, il faut que vous lisiez les chiffres, que vous regardiez, alors que si vous regardez la même information visualisée, vous voyez tout de suite, extrêmement rapidement, que Petra a le score plus élevé et que Thomas a le score le moins élevé. Donc, vous voyez une idée de ce qui relève du chiffre et ce qui relève de la mise en place, ce n'est pas du tout pareil. Au niveau des modèles et au niveau du fonctionnement des modèles, de ce qui est global, si vous voulez, je vous ai donné un texte qu'on trouve sur Internet beaucoup, ce type de texte-là.
Vous en trouvez en français, vous en trouvez en anglais, vous en trouvez dans beaucoup de langues. Et vous voyez que ce texte-là, il est dans un désordre apparent, mais on peut très très bien le lire. Notre cerveau ne traduit pas exactement ce que voit notre œil. Influencé par son acquis, il reconnaît globalement les mots sans se préoccuper de l'ordre des lettres. Les premières et dernières lettres lui suffisent. Si l'œil voit une succession de lettres, le cerveau prend le mot comme un tout et le compare à un mot qu'il connaît déjà. Déjà n'est pas marqué, mais qu'il connaît. Et donc, vous voyez, la lecture de ce texte ne pose aucun problème pour quelqu'un qui connaît la langue française, parce qu'on fonctionne d'une manière globale. On voit le mot, il suffit de la première et de la dernière, et puis cela suffit pour lire. Bien évidemment, c'est un exercice. Lire un roman comme celui-là, ça poserait vraiment des difficultés. Il faut quand même se concentrer, mais pas autant que cela. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le cerveau et les modèles, cette manière de voir globalement les choses, comme tout à l'heure, et pas forcément d'avoir besoin de rentrer dans le détail pour comprendre et lire. Voilà un exemple de corrélation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est extrait donc du programme que l'on utilise. On voit très très bien, si vous voulez, que des choses se passent à certains endroits. On voit que les points sont de couleurs différentes. On voit qu'à certains endroits, il y a plus de points qu'ailleurs. On voit qu'il y a une diagonale qui traverse le graphique. On voit qu'il y a deux axes, un vertical et un horizontal. Et puis à droite, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est un peu petit, je suis désolé, il y a un code couleur avec l'explication des couleurs. Et donc, s'il fallait dire cela avec du texte, et s'il fallait dire cela avec des chiffres, ça serait très contraignant. Contraignant pour écrire ce type de texte, et puis contraignant pour le lecteur, à qui on demanderait un effort supplémentaire, et puis parfois même de recommencer, de revenir en arrière. Donc voilà un petit peu ce qu'on appelle la corrélation, mettre en lien, si vous voulez, des formes, des couleurs et des informations. Pour cela, c'est très efficace. Et maintenant, je voudrais arriver, j'ai un petit peu accéléré, mais je voudrais arriver sur la troisième et dernière partie qui concerne directement la thématique, mais j'avais besoin de passer par ce type d'information. Donc, pourquoi s'intéresser à la théorie des graphes, dans le sens où elle est appliquée à l'écriture? C'est le propos donc d'aujourd'hui, et bien évidemment, c'est directement lié à l'écriture. Ce qu'on appelle un graphe, je vais vous montrer tout ça, c'est quelque chose, c'est un dessin, vous en avez un exemple très concret ici, qui est composé de sommets, ce qu'on appelle des nœuds, c'est-à-dire des petits cercles, des petits ronds, si vous voulez, connectés ou pas, et c'est l'importance, c'est connecté ou pas, par des arêtes, ce qu'on appelle des arcs, des traits, si vous voulez. Moins que vous faites des cercles avec des traits et que vous les reliez, vous faites ce qu'on appelle un graphe. La théorie des graphes est une théorie mathématique extrêmement sérieuse, très importante. Et donc, nous, on utilise cette théorie mathématique pour enregistrer et visualiser ici le processus d'écriture. La théorie permet de modaliser différents types de relations ou de processus. Donc, vous voyez comment, si vous voulez, la génétique du texte, donc cette discipline qui gère les processus, est directement liée, si vous voulez, d'une manière naturelle, la notion de processus, puisque les deux sont là pour s'intéresser au processus. L'un pour théoriser le processus, mais décrire le processus, et l'autre, si vous voulez, pour visualiser le processus. Et donc, les deux sont faits en quelque sorte ou étaient faits pour se rencontrer, et ça marche très très bien. La théorie des graphes est d'un usage quotidien. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure rapide, mais un exemple que vous utilisez tous les jours. Donc, vous avez le petit logo des transports. Dans les transports, pas toujours, mais dans les transports, très souvent, vous utilisez des graphes sans le savoir. Et heureusement qu'il y a ce type de visualisation, de représentation. Sinon, je pense que voyager serait beaucoup plus compliqué, au moins se déplacer serait difficile. C'est une application, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la notion de processus très facile à l'écriture. C'est quelque chose qui vient très, très facilement s'appliquer. Et puis, tout simplement, parce que la proximité avec le projet génétique, donc de cet intérêt du processus, elle est tellement évidente que les deux fonctionnent de pair. Vous allez voir un petit peu tout ça. Je vais commencer dans les représentations que je vais vous montrer. Donc, la première que je voudrais vous montrer, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours. Et j'ai pris le cas du métro de Helsinki. J'aurais pu prendre celui de Paris, ou celui de Stockholm, ou à peu près n'importe où. Mais bien évidemment, celui d'Helsinki nous intéresse le plus.
Vous avez ici à droite une première représentation du métro d'Helsinki. C'est une représentation qui est économe, qui demande peu de place. C'est souvent une représentation qui est située dans des lieux plus serrés, plus fermés, plus réduits, où on a besoin d'avoir une représentation minimaliste, une visualisation minimaliste du métro. Mais vous voyez que la description des graphes ici, c'est-à-dire des petits cercles, des sommets donc, qui sont reliés les uns aux autres, fonctionnent. On a besoin de savoir où aller pour où aller. On a besoin de savoir que telle station est connectée à telle station, et puis qu'à une autre station, vous pouvez aller à une autre, et ainsi de suite. On a besoin, si vous voulez, de ces traces de stations et d'avoir une suite qui n'est pas toujours chronologique, mais une suite qui est topographique, c'est-à-dire de savoir qu'on passe d'une station à une autre, et ainsi de suite. C'est exactement ce qui nous intéresse. Je vous propose une autre représentation du même métro, donc de Helsinki. Vous voyez que ce n'est pas exactement la même, parce qu'elle s'adresse pas, elle s'adresse probablement à la même personne, mais pas au même usager. La représentation de droite s'adresse effectivement à des gens qui ont de plus en plus l'habitude d'utiliser le métro, ce métro-là, tandis que la représentation de gauche montre effectivement le lien, la représentation physique, géographique. Vous voyez qu'elle est courbée, elle suit la géographie, et puis elle est aussi, si vous voulez, excentrée, elle montre ce qui se passe à l'extérieur et montrer que si vous voulez aller dans tel quartier, tel endroit de la ville, il faut aller à telle station. Donc, vous voyez, on a la même représentation, la même visualisation, donc qui est un graphe, purement un graphe mathématique, et ce n'est pas une information textualisée, on ne dit pas si tu veux aller là, tu dois aller là, et ainsi de suite. On montre d'une manière élémentaire à droite, moins élémentaire à gauche, comment et ce qu'est un plan de métro. Heureusement que nous avons ce type de représentation, sinon on n'arriverait pas effectivement à se déplacer aussi vite. Voilà l'exemple d'un graphe quotidien. C'est quelque chose qu'on utilise vraiment tous les jours pour les gens qui utilisent le métro, bien sûr, en ville. Probablement pareil pour les bus. Pas toujours, hein. Il y a encore beaucoup de stations. Les bus sont des fois plutôt chronologisés, c'est-à-dire on va mettre des horaires. Bien évidemment, pour le métro, on n'en a pas puisque c'est très fréquent. Alors, je voudrais vous montrer maintenant un petit peu ça. Je voudrais rentrer maintenant vraiment concrètement dans notre travail. Je voudrais vous montrer ça et puis après, je vais vous montrer que des exemples concrets de ce que nous on fait, de ce qui a été fait. Et donc, je ne sais pas si vous voyez en haut, c'est un petit peu caché, mais il y a écrit visibilité et lisibilité donc des processus. Et donc là, je vous ai rappelé ce que la génétique, le projet de la génétique textuelle, donc ces traces matérielles et puis le fait de les mettre en lien les unes avec les autres et ensuite d'essayer de les ordonner dans une suite chronologique. Et donc, je vous ai montré ici, voilà un graphe donc, avec des cercles, donc ce que nous on appelle des sommets, et puis vous avez des petits traits, donc ce qui est appelé des arcs, des arêtes, plutôt peut-être ici, et puis vous avez des couleurs différentes. Donc la description, si vous voulez, vous avez une visualisation qui est colorée, qui est en couleur, c'est très important la couleur ici, constituée de nœuds, donc les cercles, reliés, connectés par des arcs, ce sont les traits. Et vous en avez une première ici. Les questions sont nombreuses, on se demande quel nœud est connecté ou pas à quel autre, ça peut être singulier au pluriel, et puis quelle opération d'écriture, quel processus d'écriture, si vous voulez, globalement, est connecté à quel autre. Et donc là, on voit un petit peu déjà, si on code ces informations-là, on va pouvoir y mettre de l'écriture, je vais vous montrer tout ça. Mais différents tracés, comme on l'a vu pour le plan de métro, représentent exactement la même information. Par exemple, dessous, je remets le même graphe avec les mêmes couleurs, et vous voyez que les trois sommets sont reliés de la même manière. On ne peut pas aller directement du nœud jaune au nœud orange, il faut passer par celui du milieu. Donc, on peut l'organiser comme on veut, mais l'information reste la même. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on fait beaucoup avec les enfants, quand les enfants jouent avec les graphes de leur écriture. L'une des premières choses qu'ils font, c'est de jouer visuellement, de déplacer le graphe et d'obtenir des figures très, très différentes, mais ça reste la même information. Alors, voilà un premier groupe d'exemples
un premier exemple, comment lire une séquence. Je vais vous en montrer plusieurs de ça et à la fin, je vous montrerai des graphes complets, des écritures complètes de texte. Mais pour l'instant, simplement pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Il s'agit ici d'une saisie d'écran. Vous avez donc en haut une saisie d'écran et puis en bas, dessous, vous avez la liste de ce que fait dessus. Donc, vous avez des cellules de couleurs différentes. Vous les voyez, du bleu, du rouge, du jaune. Normalement, ici, c'est codé avec 3 couleurs. Chaque cellule représente ce que nous, on appelle un travail en écriture, une opération d'écriture. Et vous les avez en bas listés. Vous voyez que la première figure, si vous voulez, le premier rond qui est noté 0, donc il n'apparaît pas. Et le premier qui est noté 1, c'est une première suppression que vous apparaît ici. Et vous avez une suppression des lettres EM, il, donc qui sont notées à l'envers, bien sûr, c'est IL, donc LIEM, pour ILME. Et vous voyez que vous avez, on avance comme ça, je vais vous le montrer tout à l'heure plus clairement de ça. Ici, c'est une saisie d'écran, mais avec les programmes, si vous cliquez sur les ronds, par exemple ici sur le 8, vous avez le texte qui apparaît. Le texte ici, avec le jaune, montre que c'est un ajout. Cette personne qui a écrit à ajouter, précis comme élément essentiel de. Et vous l'avez ici en bas avec le 8, précis comme élément de. Et puis après, le 9 montre que cette personne a effacé en utilisant probablement le retour du clavier et elle a effacé lettre par lettre. Elle a effacé tout ce qu'elle venait d'écrire. Et donc, vous voyez, c'est une situation en miroir. Vous avez le D qui est effacé, puis le L, le E, c'est l'inverse de ça. Donc, on voit très, très bien que tout ce qui est ajouté en jaune, ce qui est supprimé en bleu, et puis ce qui est en bas, qui est en rouge, c'est ce qui n'est pas effacé. C'est ce qui a été ajouté, mais qui n'est pas supprimé. Et donc, on peut lire en bas, si vous voulez, 2, 5, 10, 15 et 16, vous avez ce qu'on appelle le texte final qui apparaît ici. Si vous lisez la figure 2, donc, la figure 5, je ne vois pas un lieu, la 10, ou la 13 ici, un endroit pour, et puis la 16, écrit comme élément essentiel. Et ici, vous avez le texte final qui apparaît et qu'on peut, si vous voulez, visualiser et qu'on peut très, très bien. Mais ce qui est très important dans un petit dessin comme ça, c'est que vous voyez qu'il y a une quantité de texte qui disparaît. Tout ce qui est en haut en jaune et en bleu a été, surtout en jaune, a été produit, écrit, mais a été supprimé. Et toutes les cercles bleus, les sommets bleus, montrent ce que la personne, donc ici c'est un élève, a supprimé de son texte. Et donc on voit, si vous voulez, qu'il y a une grande quantité de texte qui a été supprimé, ce qui est dommage, parce qu'on ne le voit plus dans le produit fini, mais quand on regarde comme ça, on arrive à voir absolument tout ce qui a été supprimé ou pas, et comment ça a été supprimé. Donc voilà un petit peu comment lire, je vous en montre deux autres, une ici un peu plus contemporaine, un peu plus récente, qui a été réalisée, donc je suis désolé, c'est en anglais ici, mais c'était réalisé par un collègue anglophone, donc il a utilisé une version anglaise de ça. C'est la même chose, mais vous voyez, on a un graphe un peu plus complexe, et vous avez des nodes donc, qui sont les sommets pour nous, qui marquent la pause, delete qui marque la suppression, remove qui va marquer le déplacement, copy qui marque un copier-coller, displace qui marque un déplacement, donc insert qui marque une insertion, append qui marque un ajout textuel. Et donc, vous voyez ici, c'est un collègue qui s'intéresse aux pauses aussi, c'est-à-dire quand est-ce que la personne qui écrit fait des pauses. Alors, bien sûr, la notion de pause, elle peut aller de quelques centièmes de seconde à quelques secondes. C'est très compliqué de travailler sur les pauses, mais on peut tenir compte. Et vous voyez toujours en bas, donc, ce qui est en rouge. Ici, on peut suivre, c'est le processus, c'est le texte final qui, lui, donc, on peut suivre au fur et à mesure le texte final. Tout le reste, c'est du processus, c'est-à-dire des choses qui n'apparaissent pas, qui disparaissent du texte final. Troisième exemple, pour vous montrer ce qu'est une séquence, donc cette fois un peu plus long. Vous voyez donc l'énoncé de ce travail-là, produit par une élève francophone cette fois-ci,
Il était une fois une petite fille, une petite maison et une petite ville. Éline, c'était son nom. Elle habitait dans cette maison depuis longtemps. Et donc, voilà le texte, c'est une partie du texte qui est terminée, qu'on pourrait évaluer, qu'on pourrait regarder, donc avec cette maison, pour une petite maison, cette maison, son nom, on peut discuter beaucoup sur la cohérence, sur le style de ce travail-là. Et voilà exactement le processus qu'il y a derrière. C'est toujours la même idée, donc on peut suivre ce qui est en rouge. Donc, il était une fois, donc vous avez, il était une fois une petite fille, une petite maison, une petite ville, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez suivre très, très bien le processus, le texte final, si vous voulez, mais autour de cette production qui va rester, si vous voulez, il y a tout un ensemble de choses, par exemple des pauses, par exemple des textes, des morceaux ajoutés, des morceaux copiés-collés, des morceaux supprimés. Tout ce travail des créations de textes disparaît. Il ne reste plus que le texte. Et l'intérêt de ces programmes, c'est de redonner vraiment au texte leur dimension processuelle. Maintenant, pour terminer, je voudrais vous montrer 3 exemples très, très complets de cela, pour vous montrer qu'on peut aller sur des textes beaucoup plus grands, on peut aller, il n'y a pas de limite si vous voulez, mais il va falloir, les graphes ne sont pas exactement les mêmes. Donc là, je vous ai montré des copies, je vais vous montrer des copies évaluées avec le cadre commun de référence de l'Union européenne. Donc, et puis, donc, un premier exemple d'une écriture évaluée élémentaire, donc A2 ici. Vous avez le texte ici, produit par des finophones, mais pour le français, vers le français. Vous pourrez lire le texte, on peut l'évaluer, on peut lui mettre, si vous voulez, une évaluation de A1 à C2. Et voilà le travail que le programme montre. Et le travail n'a pas de contradiction avec le texte parce que vous voyez que c'est une écriture très linéaire. Quelqu'un écrit et puis corrige, écrit, corrige. Ce sont souvent des fins de mots corrigées pour des hésitations dans les conjugaisons, pour le nombre, par exemple, aussi. S'il manque un S, on ajoute. Donc, il y a cette espèce d'incertitude. On écrit un mot, puis on corrige un peu. On écrit, on corrige. Et vous voyez, vous avez une production, une visualisation qui est extrêmement linéaire avec ajout, suppression, et d'une manière très, très linéaire. C'est assez typique des processus d'écriture d'apprenant, si vous voulez. Très rapidement maintenant, je vous montre une écriture déjà un peu plus avancée, donc qui a été évaluée A2 et B1. Vous pouvez lire le texte est déjà plus achevé, plus réussi probablement. Et puis l'évaluation, si vous voulez, la visualisation qui a été faite n'est plus du tout la même. On a affaire déjà, il y a des parties linéaires, si vous voulez. Vous voyez ici, c'est déjà un peu plus linéaire, et là aussi. Mais il y a des endroits où on a affaire à du travail. Et puis, on commence à avoir ces figures circulaires qui sont caractéristiques de personnes qui révisent, c'est-à-dire qui réécrivent leur texte, ce qui n'était pas dans le cas de la première figure. Je montre un dernier exemple de cela, une écriture experte, donc vraiment un texte très achevé, maîtrise beaucoup mieux la langue française, a plus de connaissances sur aussi cohérence textuelle, enfin sur le côté pragmatique du texte. Et voilà la figure qu'on obtient. Il y a très peu de bleu, donc les suppressions sont très petites. Et puis il y a plusieurs figures circulaires qui montrent qu'il y a du travail de révision, c'est-à-dire que la personne revient dans son texte déjà écrit pour corriger, améliorer le texte, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de montrer, si vous voulez, que l'expertise, d'un point de vue processuel, ça revient à la révision et à la réécriture. Pour qu'il y ait un texte expert, il faut qu'il y ait réécriture et révision. C'est grosso modo un petit peu tout ça. Et ça, on peut le montrer très concrètement avec des enregistrements d'écriture, ce qu'on ne peut pas toujours montrer quand on regarde le texte fini. Rapidement, donc, parce que c'est plutôt information de ça, vous voyez, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a au niveau donc de ces programmes et au niveau des graphes, autant les nœuds et les sommets, donc, sont en couleur. Donc, vous voyez que les nœuds et les sommets ici, on peut tout enregistrer. On peut enregistrer les modifications de lettres, de mots, de phrases, de paragraphes. Bien sûr, s'intéresser beaucoup quand on ajoute du texte, quand on insère du texte, quand on supprime du texte, quand on fait un copier-coller, quand on déplace.
quand on fait un coupé-collé aussi, quand on fait des pauses. En fait, toutes les figures sont possibles d'enregistrer sur du texte. De l'autre côté, les liens, par exemple, eux aussi sont codés. Vous l'avez vu tout à l'heure, on peut avoir des lignes continues pour marquer la chronologie. Je vous rappelle que c'est très important, la chronologie d'écriture pour nous. Et puis, on peut avoir des lignes discontinues, comme tout à l'heure, pour montrer que le texte final est là. Quand on supprime, quand on fait des copiés, quand on fait des coupés. Là, c'est marqué en geste, n'est-ce pas? C'est pas la suppression, mais c'est le geste de supprimer. Ça ne montre pas exactement la même chose. Ça montre globalement la même idée, mais ça montre l'intention du scripteur, si vous voulez. Alors que tout à l'heure, la suppression, c'est le texte supprimé ou la partie supprimée. Ici, on s'intéresse plus au geste du scripteur, au geste de celui qui écrit, à son intention de faire. C'est ça qui est intéressant ici. Pour terminer, donc, voilà ma dernière dia et je voudrais essayer de répondre à la question initiale. Donc, pourquoi il est intéressant d'enregistrer l'écriture pour mieux la comprendre? Je suis allé très vite sur un travail qui est très long à faire, mais je voudrais pointer 4-5 points qui sont importants. Le premier, donc, c'est remettre la production écrite dans sa dimension temporelle et au même titre, si vous voulez, que la production orale. Il y a eu difficilement explicable, on peut l'expliquer, mais des solutions techniques qui ont été apportées à l'enregistrement, mais les gens étaient plus sensibles à la chronologie, si vous voulez, de l'oral, en disant que l'oral est quelque chose qui se passe dans le temps, on déroule de la production orale, alors qu'à l'écrit, il y avait déjà ce support de texte fini qui a donné une solution facile, momentanément facile. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de remettre déjà tous les phénomènes de production langagier, écrit oral, dans leur même dimension, qui est une dimension temporelle et même chronologique, quand on peut dater précisément les phénomènes d'écriture. Donc ça, c'est lié à la notion de processus. Le processus est d'abord, si vous voulez, un phénomène temporel et il faut le considérer comme tel. Deuxième élément, s'adapter particulièrement à l'écriture avec les différents outils contemporains. Donc, pour l'instant, on est à l'écriture, vous voyez l'écriture sur écran avec un clavier, et puis depuis quelques années, on en est à l'écriture tactile. Donc, on revient un petit peu à l'écriture avec le doigt, qui était antérieure au crayon. Donc, il y a une espèce de geste originel, il y a quelque chose qui revient à ce que nous connaissons. Donc, nous, on travaille plutôt sur des programmes qui demandent un clavier, mais on pourrait l'adapter très, très bien avec une manipulation tactile. Ça serait exactement la même chose. Donc, ça, c'est très important. Et la dernière chose qui est marquante, peut-être, c'est qu'on va vers la reconnaissance vocale. Certains collègues et certains collègues enseignants dont je parle sont très hostiles à travailler avec la reconnaissance vocale, en pensant que c'est faire passer l'oral avant l'écrit. Mais quoi qu'il en soit, on va y aller. On y va déjà largement. Et donc, il sera intéressant. Et je suppose que vous testez, tout le monde peut tester sur son smartphone la reconnaissance vocale pour écrire un petit message. C'est très efficace. C'est très précis. Et donc, on peut très, très bien penser que quand on parle d'outils contemporains, on doit inclure à un moment donné la reconnaissance vocale. On n'en parle pas, mais c'est vraiment ça. C'est vers quoi vont les outils contemporains, au-delà, si vous voulez, du clavier et puis des écrans tactiles. Donc ça, c'est l'idée de ça. Et puis l'enregistrement, pourquoi? Pour ne rien perdre. C'est-à-dire enregistrer, c'est avoir une trace totalement complète du processus d'écriture. Probablement plus que le papier. Il n'y a pas de contradiction, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a un complément d'information. Quand on travaille sur les manuscrits papier, on a des fois du mal à replacer la chronologie de ce qui a été fait sur un manuscrit. Des fois oui, des fois non. Tandis que passer par un enregistreur, on n'a aucune perte. Le log, le document que je vous ai montré tout à fait au début, enregistre absolument tout ce qui se passe sur le clavier. Et vous avez des enregistreurs qui, en plus, utilisent la caméra, c'est-à-dire qui sont possibles de regarder comment les yeux fonctionnent pendant que vous écrivez. Et donc là, on a encore une information supplémentaire, utilisée principalement par les psychologues, donc les psychologues du langage,
est de regarder donc ce qu'on appelle en anglais le eye tracking, donc le suivi oculaire, et de faire une corrélation avec le suivi oculaire et puis l'enregistreur du clavier ou l'enregistreur de la souris ou l'enregistreur du pavé tactile, enfin l'enregistreur. Donc, enregistrer, c'est extrêmement intéressant et ça devient nécessaire pour étudier le processus d'écriture. Sinon, on reste sur des comparaisons de versions, on reste sur des protocoles d'interview qui sont très importants aussi, mais en complément à l'enregistrement. Voilà donc le troisième. Et la quatrième et dernière idée, donc évoquée par Anne-Laure tout à fait au début, c'est ne plus se contenter, si vous voulez, du texte fini, ne plus se contenter du texte achevé, qui est très important, qui est indispensable. Quand on pense dans un milieu professionnel, on a besoin du texte fini, probablement plus que dans un milieu scolaire, puisqu'on est dans un lieu d'apprentissage. Donc, il n'est pas question d'évacuer le produit fini et achevé, mais il est question de le compléter et de lui montrer son origine, en fait, d'où vient le texte. Et on a une notion en français, on appelle avant-texte, pour décrire tout ce qui se passe avant le texte, qui n'est pas encore du texte, mais qui va devenir du texte. Et c'est bien là quelque chose qui parle et qui caractérise le processus de création. Enfin, donc, vous avez ce petit logo qu'on a eu avec nous, qui nous a accompagnés durant toute la présentation, donc qui est le logo de ce programme qu'on appelle GGX Log, donc, parce que c'est un enregistreur. Et si ce type de démarche vous intéresse, c'est un logiciel qui est libre d'accès. Donc, vous avez l'adresse sur .net. Il suffit de vous inscrire pour télécharger le logiciel et vous avez tout loisir d'utiliser un tel programme pour travailler ou étudier. Bien sûr, il existe beaucoup de références. Je les mets ici, comme ça, elles seront accessibles aussi, donc qui concernent la génétique textuelle, qui concernent la théorie des graphes, bien sûr le processus d'écriture, tout ce dont on vient de parler, qui forment un ensemble et qui nous permettent bien évidemment de donner des résultats intéressants. Merci beaucoup. Alors, voilà, pardon. Je vais remettre ma vidéo. Merci beaucoup, Christophe, pour l'exposé. Je pense que, bon, alors, moi, je suis généticienne textuelle aussi sur la littérature davantage. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'espère que chacun des auditeurs était aussi intéressé que moi. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions, mais moi, j'en aurais peut-être une. Donc, quand on travaille sur la littérature, justement, le fait de travailler sur les brouillons et donc sur les avant-textes de la version définitive, de la version publiée, du moins, pas forcément définitive d'ailleurs, permet de voir quel type de stratégie un auteur peut mettre en œuvre. Par exemple, est-ce que justement la stratégie de correction, ça correspond pour un écrivain étranger dont le français n'est pas langue maternelle à une surcorrection linguistique? Est-ce que il y a une stratégie plutôt de type esthétique derrière qu'on peut dégager à partir de la convergence des différentes corrections, etc. Quand on travaille sur les écrits scolaires, quels peuvent être les types d'applications comme ça qu'on peut faire de l'étude des écrits scolaires de leurs différentes versions, de la même manière qu'on peut avoir cette lecture un peu, disons, poétique ou esthétique pour les écrits littéraires? Est-ce que, voilà, vous avez des pistes Oui, on a beaucoup de pistes en fait. L'idée, c'est que il nous semble à nous qu'il y a deux types de génétique, si vous voulez. Une génétique textuelle pour lire et comprendre les processus. Cette génétique qui a été développée à l'ITEM et qui a des résultats extrêmement intéressants et passionnants. Mais c'est une génétique qui reste pour lire et comprendre la fabrication d'un roman ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est d'appliquer ces résultats à l'enseignement et à la didactique de l'écriture. Comment, à partir de ce que nous a dit l'ITEM, de ce que nous dit encore l'ITEM, on peut tirer des informations élémentaires sur l'apprentissage et l'enseignement du processus d'écriture. C'est exactement ça, en fait, le projet.
Et Souvent, justement, ça donne des choses. Oui. est-ce que vous pouvez donner des exemples justement je sais pas, des exemples un peu, je sais pas si concret est le bon terme, mais oui, de ces types d'applications en classe justement pour la didactique de l'écriture. Alors oui, on a des applications par des collègues, mais on en réalise aussi régulièrement. Donc c'est de montrer, maintenant, quand on a commencé ce travail dans les années 2000, un peu avant les années 2000, dans les années 98, 97 même, euh, travailler avec des ordinateurs n'était pas aussi fréquent que ça à l'école. Et les élèves n'avaient pas tous et toutes une bonne, si vous voulez, maîtrise du clavier, parce qu'une maîtrise du clavier, ça a son jeu aussi. Et c'était plus difficile quand on demandait à des élèves de travailler sur des ordinateurs, les programmes étaient clairs, et le programme que nous on avait développé, c'était un programme très expérimental qui était un peu un programme très simple. Et donc, on avait des difficultés à se faire représenter un petit peu tout ça. Maintenant, c'est évident, quand on travaille avec les élèves, ils ont une bonne fréquentation des outils numériques, du clavier. Certains d'entre eux même écrivent vraiment avec pas 10 doigts, mais je dirais peut-être 6 ou 8 doigts. Ils ne sont pas attaqués avec 2 doigts, si vous voulez. Et donc, on a des résultats qui sont très, très différents de ça. Et l'idée qu'on a depuis quelques années, c'est quand on travaille avec les élèves, qu'on leur fait enregistrer en accord avec l'enseignant un petit travail, on travaille sur des phases de 15-20 minutes, si vous voulez. On leur donne une consigne à faire, ils la produisent, il y a des extraits qui viennent de ces consignes-là. Et après, on redonne la visualisation à l'enfant et c'est lui qui joue avec. On a pris l'habitude, en fait, de ne pas trop diriger au début, mais de le mettre avec le graphe qui est obtenu, cette visualisation, et de le laisser découvrir ça. Et on a même lui-même les questions, est-ce que je peux mettre comme ça? Est-ce que je peux orienter comme ça? Oui, mais si tu fais comme ça, tu ne peux pas. Et donc, et nos collègues mathématiciens avec qui on travaille sont très forts pour la didactique des graphes. Ils ont cette expérience des mathématiques en cours. Et donc, c'est très interdisciplinaire. Et on obtient, si vous voulez, des retours complètement différents des enfants que si vous leur corrigez le texte. Ils vous donnent le texte qu'ils ont écrit à la maison, seul ou pas seul d'ailleurs, et puis vous corrigez en disant, bon, ça, c'est pas bien, ça, c'est mieux, la terminologie qu'on utilise. Et puis l'enfant doit se débrouiller avec ça. Et ça marche. On travaille souvent comme ça aussi. Mais de les faire jouer dans le processus, c'est leur faire découvrir que ce qu'ils ont écrit est visualisé et qu'en organisant un petit peu le graphe différemment, on peut arriver à les faire poser des questions de type pourquoi tu as écrit ça ou pourquoi tu as supprimé. En fait, ce qui arrive, c'est les enfants suppriment trop souvent le texte. Très souvent, il y a des suppressions qui n'ont pas raison d'être. En fait. Il y a des suppressions qui auraient été très bien dans le texte final. Et quand ils corrigent, des fois, quand on leur redonne une deuxième version une semaine après, pour leur faire oublier le premier texte, et qu'on leur redonne leur texte, il y a des corrections qui détériorent le texte. Souvent, on peut avoir des cas de figure, bon, je généralise tout de suite, mais on peut avoir des cas de figure d'enfants qui suppriment ce qu'ils ne devraient pas supprimer, parce que dites, alors là, après, pourquoi, je ne sais pas, hein, nous, on ne s'intéresse pas aux raisons de ça, mais peut-être un peu d'insécurité linguistique, il faudrait tester un enfant qui est c'était fait par des collègues, ça. On dit à des enfants qui sont très bons, on les motive, on les stimule, et puis à un autre groupe, c'est évidemment pas gentil, on ne va pas avoir une attitude aussi positive et on travaille sur l'insécurité linguistique. Il y a probablement des liens avec tout ça. On le voit facilement que des enfants suppriment des morceaux et en fait, ces passages-là étaient très bons. Comme tout à l'heure, un passage en bleu qui était supprimé et qui aurait été très très bien dans le texte final. Je ne sais pas si je réponds parce qu'il faudrait vraiment... Oui, non, si, c'est tout à fait un exemple, oui, bien sûr. Il y a une question de la part d'une personne du public qui demandait ce que représentait la taille des sphères dans les exemples que vous avez montrés. La taille des sphères correspond au nombre de caractères frappés. C'est-à-dire, plus la sphère est grande, plus le morceau, c'est pas du texte, mais le morceau, si vous voulez, de lettres, le segment est grand. C'est vrai, j'aurais pu le dire aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des grands cercles et ça veut dire qu'il y a un gros morceau qui a été supprimé.
c'est souvent dommage. L'idée, c'est de leur montrer que peut-être il ne faut pas supprimer autant de textes qu'ils le font. Mais après, la raison pourquoi ils suppriment les textes, je ne sais pas. Là, il faudrait pouvoir faire des protocoles d'interview et discuter sur les grandes phases de texte supprimées et leur demander pourquoi tu as supprimé cette partie du texte-là. L'idée, c'est bien d'enseigner avec le processus d'écriture, d'enseigner et de montrer visuellement qu'il existe en fait. On le voit. C'est pas c'est quelque chose qui disparaît, mais il existe. On peut l'attraper, on peut l'enregistrer. Oui, oui, mais et c'est vrai que c'est intéressant parce que non seulement pour les raisons que vous évoquiez, qu'en fait parfois on supprime, d'ailleurs on s'en rend compte, je pense soi-même, tout le monde peut faire ça, supprimer des points, on se dit après coup ah ben non en fait ça j'aurais pas dû le supprimer, donc c'est vrai que ça permet de faire du texte un élément non définitif et du coup qu'on peut toujours amender dans un sens ou dans un autre, et puis je trouve que à l'échelle scolaire aussi, moi j'ai vu ça beaucoup comme enseignante, que les élèves, je pense, ont cette idée qu'une fois qu'ils ont écrit quelque chose, en fait ça y est, c'est écrit, c'est fini, et en fait on revient pas dessus. Je pense alors que ils peuvent très bien se corriger eux-mêmes à l'oral, etc. Mais je sais pas pourquoi il y a cette idée que l'écrit, une fois que le texte, voilà, le point final a été mis, c'est pas la peine de revenir dessus trop. Et donc c'est vrai que sensibiliser un peu à cette idée que déjà en réalité avant d'arriver à ce point final il y a forcément eu des moments où on est revenu un peu en arrière, on a supprimé 3 lettres, on s'est dit ah ben non ce mot-là ça va pas, donc finalement déjà il y a déjà eu ce travail-là, et puis du coup sensibiliser à l'idée que non en fait c'est jamais vrai, c'est pas plus fini que quand on produit du discours à l'oral, Oui, quoi. absolument. C'est bien l'idée de montrer que le processus existe, que le travail existe, et l'idée aussi, c'est de montrer que les élèves qui réussissent le mieux sont ceux qui révisent le plus leur texte. De la même manière que les manuscrits montrent que les écrivains ont beaucoup révisé et travaillé leur texte. Le manuscrit est écrit de la première ligne. On peut très bien imaginer, on a fait des graphes comme ça, si le texte est écrit sans, peu importe les pauses, mais est écrit d'une seule traite comme ça, sans correction ni rien, on a un graphe d'un seul cercle. Ça veut dire que le texte est là, qui serait énorme probablement, puisque ça dépend de la longueur du texte, mais on peut imaginer. Du moment que la personne va s'arrêter et puis va corriger, supprimer, rajouter à l'intérieur du texte, la cellule se divise, explose en plusieurs. La démultiplication des cellules est bonne. Plus on a des cercles, meilleur c'est pour un texte. Mais on a des exemples d'élèves qui ont très très peu de travail. Ouais. Ça demande du travail, l'écriture, et c'est très intéressant de montrer ça aux enfants. Avec les adultes, c'est toujours plus délicat parce que les adultes ont déjà arrêté leur opinion sur l'écriture. Les enfants sont beaucoup plus souples et jouent beaucoup. Donc, de les faire jouer avec cette visualisation qui est très interactive, on l'a vu tout à l'heure, on peut rentrer dans les graphes, on peut déplacer, les programmes est très ludique si vous voulez. Et puis après, donc, c'est de les faire parler sur l'écriture, sans même qu'ils se rendent compte qu'ils parlent de leur propre processus d'écriture. C'est assez étonnant de voir que les enfants sont capables de travailler. C'est une image avec des couleurs, alors ils peuvent changer les couleurs, ils peuvent faire beaucoup de choses, et puis les couleurs leur donnent des informations supplémentaires. Voilà, globalement, bien sûr, c'est très rapide, et puis la modalité, parler tout seul, c'est très très difficile. Oui, je sais. Franchement, de parler tout seul avec mon ordinateur, j'ai des oiseaux devant, dans la fenêtre, heureusement. Mais sinon, sans interaction, c'est dur, très très dur. Je sais bien, c'est pas facile. Alors, il y a une autre question, alors que je relais tout de suite. Et la question est la suivante: comment savoir dans les séquences présentées le point exact où l'insertion ou bien la suppression de texte écrit dans des parties éloignées de la phrase en cours d'écriture? En gros, quel est le point exact? Comment est-ce que vous savez que c'est sur ce point-là qu'il y a eu insertion ou suppression? On voit le graphe, donc le graphe, les cercles à l'intérieur du texte. Donc le texte est prisonnier, si vous voulez, dans le graphe. Donc on voit très très bien les sections, les séparations. Et puis donc ce dont je n'ai pas parlé de tout, mais les programmes produisent beaucoup d'analyses, des statistiques de graphes, donc qui ne sont pas des statistiques ordinaires. Donc, on peut interroger sur le programme à peu près ce que l'on veut et le programme sort l'information. Donc, on a
Du moment que le log est là, donc ce document qui enregistre absolument toute l'information, on a toute l'information. Et c'est aux chercheurs de savoir manipuler le programme pour donner la bonne question au programme et avoir le bon. Mais toute l'information est notée visuellement, bien sûr, puisque l'idée c'est d'avoir des visuels. Donc je conseille à Eduardo, que je connais bien d'ailleurs, je conseille à Eduardo d'aller directement sur le programme. Je pense que tu fais beaucoup de choses et de prendre contact avec nous s'il y a un problème, mais je pense que tu y arriveras très bien. Je t'en prie. Ok. Voilà, c'est un peu rapide, mais c'est un peu comme ça. Oui, oui, oui. C'est rapide et en même temps, vous avez en réalité donné pas mal d'informations en allant, enfin, vraiment à la fois de la présentation générale de ce qu'est la génétique textuelle jusqu'à cette application vraiment très concrète Oui, que vous avez c'est développée. évident. Donc, c'était assez dense, je pense, en réalité. Oui, mais je pense que c'est d'autant plus dense que la modalité de présentation ne rend pas compte. Je n'ai pas de public en face de moi, je n'arrive pas à C'est savoir vrai. donc, si ce que je viens de dire est mal dit en quelque sorte ou pas suffisamment bien dit. Et donc là, j'avance en fait, un peu, comme un train qui est sans retour aucun. Donc, Oui, je oui, pense c'est vrai. Je suis qu'avec un d'accord. public, c'est plus facile. Ouais. C'est vrai, c'est pas Mais ça fait facile. partie du jeu, n'est-ce pas? Ça fait partie du Tout jeu. à fait. Tout à fait. Ben, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, des commentaires ou simplement des retours, parce que comme Christophe le soulignait, c'est vrai que pour avoir été aussi dans la même position, c'est jamais très simple de parler tout Non. seul à un écran. Donc, n'hésitez pas voilà, à écrire dans le chat, même si vous avez apprécié la présentation, Oui, quoi que ce bien soit. sûr, vous pouvez écrire s'il y a des questions. Et si vous avez des questions complémentaires, et puis s'il n'y a pas d'autres réactions, je pense qu'on va se séparer. Bien sûr. Et voilà, et vous souhaitez du coup à tous une bonne soirée. Très bien, Euh, bien sûr. et puis voilà. Merci encore d'avoir présenté. Alors, on avait présenté, enfin, vos deux collègues hein, de l'université de Turku avaient également présenté le projet Robolang Ah, au mois de novembre. Donc, si le public qui était ici est intéressé aussi par ce sujet, vous pouvez aussi aller revoir le replay hein, qui doit être sur notre chaîne YouTube, je pense. Et vous, du coup, Christophe, vous faites partie du même projet, Roboland ou, non, ce sont mes pas collègues du tout directs que je connais bien, avec qui je travaille pour d'autres choses, mais ils ne travaillent pas sur ça. Donc, sur ce ils ont sujet? leur propre objet et nous avons nos propres, mais je pense que si les gens sont intéressés, il faut qu'ils prennent contact. Et il ne faut pas qu'ils aient peur de prendre contact parce que d'abord, le programme est en libre accès, vous pouvez vous servir comme vous voulez. Mhm. Avec plaisir. Je tiens à présenter mes deux collègues, donc, qui est Gilles Caporossi de l'Université de Montréal et Hakim Ouzov, qui est notre collègue du Sri Lanka, de l'Université de Peradeniya, donc, qui est notre technicien, notre informaticien, qui a fait un travail excellent. Donc, on répond à toutes les questions et à tous les liens. Vous avez tout ça sur le site et sur la présentation. Donc, n'ayez pas peur de contacter si les choses vous intéressent. On est Oui. Il y avait une personne, alors Stéphane, je pense si je prononce bien le nom, qui suggérait de peut-être voir s'il pouvait utiliser ce programme avec ses élèves de primaire qui commencent à Oui, écrire en français. absolument. On est en train, je peux répondre à Stéphane ou Stéphane, je ne sais pas. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle des easy graphs, c'est-à-dire des graphes pour l'apprentissage de l'écriture. On a des collègues à Paris qui travaillent dessus, c'est-à-dire vraiment les premières mises en graphe de l'écriture. Peut-être plus bas encore que A1, euh, avant A1, c'est-à-dire Mm. vraiment les premières graphies. Et là, ça marche bien. On a des graphes qui sont très rigolos. Hmm. Ben, Ça donc sera en place. éventuellement, du coup, donc pardon, je dois très mal prononcer votre prénom, mais donc Stéphane,
si vous avez peut-être des questions ou voilà, ou si vous souhaitez contacter justement Christophe Leblay. Pas de problème, Stéphane. Vous pouvez Pour... contacter très facilement. On s'est vu quand je travaillais à Tampere. D'accord. OK. Très bien. Pas de problème alors pour être en contact. Mais même si on ne se connaît pas. Hein. Ok. Voilà. De rien. En tout cas, merci à tous. Et donc, du coup, je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Je remercie encore Christophe Leblay pour son temps et puis Avec voilà, pour plaisir. avoir Avec pris plaisir. le temps de présenter voilà ces recherches que je trouve vraiment très intéressantes, y compris enfin voilà pour l'apprentissage du français bien sûr, mais aussi pour la réflexion sur nos propres pratiques d'écriture. Et voilà. Et donc à bientôt, j'espère, en vrai cette fois. Pas de problème. Et bonne soirée à tout le monde. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Merci.